S'il vous plaît, ne laissez pas l'homme avec qui je suis voir ça. Il va m'emmener dans un endroit dangereux. » Mes mains tremblaient en lisant le mot que j'avais trouvé glissé entre les paquets de Doritos. Avant même d'avoir pu comprendre ce que je lisais, j'en trouvais un autre caché derrière les sacs de Pringles. Il disait exactement la même chose. Je scrutais le rayon. Au fond, une petite fille me regardait les yeux remplis de larmes. Elle semblait avoir 8 ou 9 ans, avec des cheveux foncés et un sweat violet. Elle était pâle, tripotant le bas de son sweat. Dès que nos regards se croisèrent, elle regarda en direction de l'homme avec qui elle était venue. Je me redressai, serrant le mot dans ma main. Je devais faire quelque chose. Mais il était bien après minuit et il y avait très peu de gens autour pour m'aider s'il avait une arme. Je faisais le quart de nuit au Quick Mart d'Allendale Road depuis 7 mois. C'était en général juste moi de 11h à 7h, à part quelques routiers et insomniaques, mais le salaire était correct et j'aimais vraiment le calme. C'était un lundi soir ordinaire. Vers minuit 40, une petite fille est entrée avec un homme d'âge mûr en imperméable. Il avait une barbe négligée et lui serrait la main très fort. Ils sont allés directement au rayon des boissons. « Prends ce que tu veux. Je ne m'arrêterai plus après ça », lui a-t-il dit. Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers les snacks. À première vue, il semblait être un père et sa fille, mais la façon dont elle le surveillait m'a mis en alerte. Elle paraissait anxieuse et agitée en attrapant des biscuits et des bonbons. Environ 5 minutes plus tard, quelques clients sont entrés. Je les ai encaissés, puis je suis allé réapprovisionner le rayon snack. Soudain, j'ai vu un mot rose glisser entre des paquets de chips et un autre entre les biscuits. C'étaient tous des appels désespérés à l'aide. En revenant à la caisse, j'en ai vu encore d'autres qu'elle avait laissés. J'étais malade à l'idée de ce qu'elle vivait peut-être. Je me suis glissé dans l'arrière-boutique et j'ai appelé le 911 juste avant qu'il tourne le coin avec la petite fille. Il tenait une bouteille d'eau et un paquet de chewing-gum. En le regardant mieux, il semblait être un type tout à fait ordinaire dans la quarantaine, le genre de voisin auquel on ne prêterait jamais attention. Il afficha un sourire en posant ses affaires sur le comptoir. Je lui rendis un sourire forcé, essayant de le faire parler jusqu'à l'arrivée de la police. Mignonne, la petite. « C'est ta fille? Ouais. » « Elle a quel âge? 8 ans. » Il commença à papoter sur l'état des routes pendant que je l'encaissais. Il semblait totalement détendu, comme si tout allait parfaitement bien dans le monde. Pendant ce temps, la fille se tenait derrière son épaule gauche, les yeux rivés au sol. Il récupéra sa monnaie, dit merci et l'emmena dehors. À ce moment-là, 2 voitures de patrouille entrèrent dans le parking. Il vit les gyrophares, s'arrêta et leva les mains. Les agents l'encerclèrent avant même qu'il atteigne sa voiture. Il n'arrêtait pas de crier que c'était une erreur, qu'il était son père et qu'il la ramenait chez eux. Ils ont fouillé le coffre et trouvé une trousse à outils avec du ruban adhésif et des colliers de serrage, plus un sac de vêtements d'enfant. Ils l'ont arrêté sur place. Il criait encore quand ils l'ont poussé à l'arrière de la voiture de patrouille. Ils ont emmené la fille à l'hôpital pour un bilan. Le flic qui m'a parlé avant de partir a dit qu'elle parlait à peine et demandait sa mère sans arrêt. Je suis rentré à 7h du matin en me sentant comme un héros. J'ai même envoyé un message à ma mère pour lui raconter. Une semaine plus tard, 2 détectives sont venus me voir. Ils m'ont assis et m'ont révélé la vérité. L'homme était bien son père. Il venait d'obtenir la garde exclusive après une longue bataille judiciaire et l'emmenait chez lui dans un autre état. La gamine était furieuse de quitter sa mère, alors elle avait glissé ses notes pour que quelqu'un arrête le voyage. Le ruban adhésif et les colliers de serrage étaient du matériel de chantier. Les vêtements appartenaient à sa fille cadette. Je ne savais pas quoi dire. Puis, le détective a mentionné que sa mère avait été arrêtée 2 jours plus tôt. Son téléphone était rempli de messages montrant qu'elle avait passé des semaines à coacher le gamin sur exactement quoi faire si son père obtenait la garde. Le détective m'a remercié et dit que j'avais fait ce qu'il fallait d'après ce que j'avais vu. J'ai hoché la tête et les ai raccompagnés. Je n'arrêtais pas de penser au visage du type quand ils l'ont balancé dans la voiture de patrouille. Maintenant, quand je repense à ça, il ne semble pas en colère. Au lieu de ça, il a l'air désespéré, pris dans un autre acte de manipulation, réalisant qu'il ne pouvait vraiment pas faire confiance à son enfant.
comme s'il savait à quel point ça avait l'air mauvais, mais ne pouvait pas trouver ses mots assez vite pour expliquer. Et moi, je lui ai rendu les choses encore plus difficiles. Ma mère n'arrêtait pas de dire que j'avais fait ce que je croyais être bien. C'est peut-être vrai. Mais je n'ai pas sauvé un enfant cette nuit-là. Mais ça n'en a vraiment pas l'impression. Le type me dépassait d'une bonne tête. Il était chauve, portait un débardeur sans manches et était couvert de tatouages. Il était arrivé juste après 2 heures du matin, avait commandé un café noir, et au lieu de partir, il s'était installé au comptoir comme s'il avait toute la nuit devant lui et avait commencé à parler. Au début, la conversation était banale. Il m'a demandé mon âge, mon salaire et ce que j'étudiais. Il a dit qu'il était passé par là, qu'il comprenait ce que c'était. Peu après, la conversation a dérivé vers la météo, le foot et la montée de la criminalité aux États-Unis. T'as déjà lu des trucs sur Ted Bundy? Qui n'en a pas entendu parler? Je pensais qu'il allait grimacer d'horreur. Au lieu de ça, il m'a lancé un grand sourire. Un mec brillant. T'imagines à quel point il devait être minutieux? Ouais, je veux dire, les gens se focalisent sur ce qu'il a fait, mais pas sur comment il l'a fait. Le niveau de contrôle, de planification et de patience. Étudier ça, c'est comme maîtriser un art. Il a commencé à déballer des détails sur BTK et le Golden State Killer et les détails précis de leurs affaires. Il mentionnait des choses qui n'étaient même pas publiques, comme s'il les avait étudiées pendant des années. Plus il parlait, plus je voulais qu'il parte. Soudain, la porte tinta et une fille blonde entra. Elle semblait avoir la fin de la vingtaine, en jean et veste avec des écouteurs. Sans même regarder, elle se dirigea droit vers les réfrigérateurs. Le type se tut instantanément et commença à la fixer. Tout le temps qu'elle fut là, il ne la quitta pas des yeux une seule seconde. Mal à l'aise, je me déplaçai vers la caisse pour l'encaisser. Elle paya, me sourit et repartit. À la seconde où la porte se referma, il se leva et la suivit dehors. Mon estomac se serra. Tous mes instincts me criaient d'aller dehors. C'était clairement un pervers, et elle était seule. Je n'avais qu'un mois de shift de nuit au 711 de Grover Street. Depuis que j'avais commencé à travailler, j'avais toujours pris les shifts de nuit pour leur calme. Et la paye était presque toujours meilleure. Bien sûr, les choses devenaient parfois bizarres, mais j'en avais assez géré pour penser que je maîtrisais le boulot. C'était un vendredi ordinaire à la fin du mois d'août. L'horloge indiquait 2 heures du matin. J'étais seul et en train de construire un puits dans Minecraft quand le type flippant est entré. Il a acheté un café noir, s'est assis et a commencé à parler. La conversation est vite devenue inquiétante, mais je me suis dit qu'il finirait son café et partirait. Soudain, la fille est apparue et il l'a suivie. Un instant, j'ai pensé à les suivre pour m'assurer qu'elle allait bien, mais j'ai préféré appeler le 911. J'ai tout dit à l'opérateur, la conversation bizarre, les références à un tueur en série, comment il l'avait observé et suivi dehors. 2 unités ont répondu en quelques minutes. Je suis resté derrière le comptoir pendant l'heure suivante, essayant de ne pas penser à ce qui se passait peut-être à quelques rues de là. Je l'imaginais sans cesse être traîné dans une ruelle, tué, ou peut-être subir un sort bien pire que la mort, tout ça parce que ma sécurité comptait plus pour moi que la sienne. Quand mon téléphone a sonné, j'ai sursauté. C'était un inspecteur. On les a eus tous les deux, dit-il. La femme va bien, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Pendant qu'il expliquait, mon sang s'est glacé. La femme n'était pas une victime. Elle était sa complice. Ça durait depuis 2 ans et les enquêteurs les suivaient pour une série de vols et de meurtres dans plusieurs États. Tout était un piège. Elle avait déjà utilisé cette ruse où elle jouait la cliente ordinaire et lui se comportait juste assez bizarrement pour effrayer l'employé. Si l'employé se sentait assez protecteur pour les suivre dehors, il frappait. L'inspecteur a dit que la conversation sur le tueur en série n'était pas anodine. Ils avaient cerné le profil des personnes seules de nuit et quel genre d'appât fonctionnerait sur elles. Ils ciblaient généralement quelqu'un qui avait fait attention et se sentait responsable s'il arrivait quelque chose à une femme qu'il avait vue partir seule à 2 heures du matin. Tu étais la cible ce soir, Alan. Il a dit que j'avais fait un choix judicieux en ne quittant pas le comptoir pour jouer au héros. C'était la seule raison pour laquelle j'étais au téléphone avec lui plutôt que d'être allongé quelque part dans le noir derrière le bâtiment, volé et battu à mort. Je ne me sentais pas particulièrement sage en l'entendant.
J'avais appelé parce que je m'inquiétais pour une inconnue que j'avais observée pendant peut-être 4 minutes, parce que j'avais une sœur et une mère, et j'aurais voulu que quelqu'un d'autre à ma place fasse pareil. Alors que pendant tout ce temps, elle allait bien, et c'est moi qui aurais pu ne pas rentrer chez moi. J'ai quitté ce travail environ 2 mois plus tard. Je n'arrivais pas à chasser cet épisode de ma tête, peu importe combien de fois ma famille et mes amis essayaient de me rassurer. Je me sentais idiot d'avoir été si facile à cerner. Il avait passé peut-être 20 minutes à déterminer exactement qui j'étais et ce qui me ferait sortir seul à 2 heures du matin. Et il avait tout vu juste. J'étais à 1 seconde de franchir la porte et de le suivre. Si j'avais agi légèrement différemment et suivi mes instincts, je ne pense pas que je serais là à raconter mon histoire. Je nettoyais la caisse quand j'ai entendu un crissement de pneus strident, suivi d'un choc si fort que je l'ai senti dans ma poitrine. Il était 2 heures passées du matin, et dehors, c'était le calme plat. J'entendais encore le vrombissement du moteur. J'ai bondi de derrière le comptoir, j'ai couru vers la porte et je me suis figé net. Une berline noire s'était enroulée autour d'un arbre à 1 douzaine de mètres de la route. L'avant était complètement écrasé. La portière conducteur était grande ouverte et un type en sortait en titubant, une main sur le front, du sang coulant entre ses doigts. Il criait à l'aide. J'ai couru vers lui, persuadé de faire le bon choix. J'aurais vraiment voulu savoir à quel point je me trompais. Mais j'avais 22 ans, j'apprenais encore à être adulte, et je faisais le service de nuit dans une station-service sur la route 9 en Virginie rurale. C'était mon tout premier poste de nuit. Avant ça, je faisais des journées chez Target et dans quelques cafés. Ça faisait 8 mois que j'étais à la station, et je me demandais constamment pourquoi je ne l'avais pas fait avant. La plupart des nuits, j'avais rarement des clients, sauf un camionneur qui s'arrêtait de temps en temps pour un café et des chips. C'était assez calme pour que je puisse profiter du temps pour travailler sur mon roman. À minuit, l'autoroute était généralement déserte. Enfin, sauf cette fois où la berline s'était écrasée. J'ai couru sur le gravier jusqu'à la voiture. L'homme m'a attrapé le bras dès que je l'ai atteint. Il tremblait et son regard était dans le vide. « S'il vous plaît, appelez le 911. » Je lui ai dit qu'on devait s'éloigner de la voiture, que je l'installerais et l'aiderais. Mais il continuait à répéter ça, désespéré, comme s'il avait peur que quelqu'un sorte de la voiture et s'en prenne à lui d'une seconde à l'autre. Sceptique, j'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu la femme sur le siège passager. Elle ne bougeait pas. Son visage était couvert de sang, avec des éclats de verre dans les cheveux et sur sa chemise. Je lui ai dit d'entrer pour appeler le 911 pendant que j'allais chercher sa femme. Je l'ai installée sur un tabouret derrière le comptoir et j'ai trouvé la trousse de premier secours. Je lui ai tendu une poche de glace et je m'étais juste retourné pour aller chercher sa femme. Mais ses mains tremblantes ont saisi mes poignets, m'arrêtant net. Il a secoué la tête frénétiquement, ouvrant et fermant la bouche comme s'il ne savait pas quoi dire. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement et la femme est entrée en boitant. Du verre était incrusté dans sa joue et sa chemise était trempée de sang. Ses yeux étaient grands ouverts, l'air aux aguets et elle semblait furieuse. Elle a regardé son mari et a commencé à crier, l'insultant de tous les noms. Alors c'est elle, hein? Elle l'accusait de flirter avec moi pendant qu'elle se vidait de son sang. Le gars a essayé de la calmer, mais elle n'a fait que s'énerver davantage. Elle a commencé à lancer des paquets de chewing-gum et des boîtes de cigarettes depuis la caisse. Espèce de sale porc, je vais vous montrer, à toi et ta complice. Elle m'a traité de briseuse de ménage, insistant qu'elle savait exactement ce que je faisais. J'ai essayé de lui dire qu'elle se trompait, que je voulais juste aider, mais elle a traversé le magasin en 4 pas et m'a giflé violemment avant de m'attraper par les cheveux. « Madame, vous faites fausse route !» Elle m'a fait taire d'une autre gifle. J'ai essayé de me dégager, mais elle me tenait trop fort. Les larmes me brûlaient les yeux. Derrière elle, le type lui criait d'arrêter, mais elle n'écoutait pas. Soudain, il a plongé la main dans le frigo, saisi une bouteille de bière et la lui a fracassée sur le crâne. Elle s'est écroulée par terre et n'a plus bougé. Il respirait fort, me regardant comme un homme qui se noie. « Je suis désolé. » Chaque seconde de nos 20 ans de mariage a été un enfer. Elle n'avait pas arrêté de me crier dessus pendant tout le trajet. J'ai perdu le contrôle pendant 1 semaine. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Ma vie est foutue. Je n'en peux plus.
Mon visage me brûlait encore là où elle m'avait giflé. J'étais ébranlé, humilié et franchement hors de moi. Elle m'avait traité de briseuse de ménage alors que j'essayais juste d'aider. Donc quand il m'a demandé de le couvrir et de dire que tout venait de l'accident, je n'ai pas résisté. Sur le moment, ça ressemblait à de la justice. 21 minutes plus tard, les flics sont arrivés. On leur a raconté notre version et ils l'ont cru. Ils n'avaient aucune raison d'en douter. 4 jours plus tard, je les ai vus aux infos. Elle était morte à l'hôpital d'une hémorragie cérébrale. J'ai éteint la télé et je suis resté là. Pendant quelques jours, je m'étais dit qu'elle était la folle, que lui était la victime et que je l'avais aidée comme une bonne samaritaine. Mais le malaise ne voulait pas partir. J'ai commencé à repenser à la chronologie des faits. Elle était inconsciente dans cette voiture. J'en étais certaine. Mais quelques minutes plus tard, elle est entrée dans le magasin et sa colère était entièrement dirigée vers son mari. Elle n'avait pas l'air d'une personne sonnée par un accident. Elle avait l'air de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle voulait dire. De quoi s'était-il disputé pendant ce trajet? Qu'avait-elle découvert? Et une voiture roulant si vite sur une route droite et déserte, était-ce vraiment une simple perte de contrôle? Je ne sais pas. Je ne le saurai peut-être jamais. Mais ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé dans un commissariat à mentir pour un type qui avait tué sa femme devant moi, sans jamais lui avoir laissé le bénéfice du doute. Elle avait peut-être raison. Et maintenant, elle est morte. Ces 2 faits me regardent en face et ne disparaissent pas. Peu importe le nombre de fois que je change de travail. J'ai travaillé comme agent d'entretien toute ma vie. J'ai veillé dans des cimetières, erré dans des couloirs sombres de garde-meubles et passé des nuits dans des asiles abandonnés. Mais cette nuit-là, dans cette école, j'ai failli faire dans mon froc. Un de mes anciens patrons m'a recommandé à cette école privée pour filles sur le flanc d'une colline. Entouré de forêts denses et de hautes collines, le bâtiment était un monde à part. Je surveillais les lieux chaque nuit après la fin des cours. Les professeurs et les élèves logeaient dans le foyer derrière le bâtiment. J'ouvrais l'école très tôt le matin, avant même le lever du soleil, et je faisais une rapide inspection avant le début des cours. Puis, je continuais mon travail de nettoyage au fil de la journée. C'était un lundi, après le week-end. Les filles venaient juste d'arriver en classe. Une fois de plus, tout était rentré dans l'ordre. Je suis allé ouvrir les toilettes du 3e étage. C'étaient les plus grandes de l'école. Il y avait 12 cabines alignées d'un côté avec des miroirs de l'autre. Je suis entré et j'ai ouvert les cabines une par une. À la 4e ou 5e cabine, une odeur nauséabonde m'a frappé. C'était comme de la viande pourrie, et dans sa pire forme. Une par une, je continuais à ouvrir les cabines en poussant la porte. À la 10e cabine, j'étais sûr que quelque chose était mort dans ces toilettes. L'odeur nauséabonde devenait de plus en plus difficile à supporter. Je me suis couvert le visage et j'ai ouvert et poussé la 11e porte. Vous dites que vous avez fermé l'école à clé et qu'il n'y avait personne. Alors comment Gretchen s'est-elle retrouvée enfermée? Je ne sais pas. Vous ne pensez pas qu'elle aurait dit quelque chose en m'entendant fermer la porte? Croyez-moi, officier, elle n'était pas dans cette cabine quand je l'ai fermée il y a 1 mois. Très bien, voyons où cette enquête nous mène. Ne quittez pas les lieux d'ici là. Les policiers sont partis avec le corps de Gretchen et je me suis assis sur un banc dans le couloir du rez-de-chaussée. Gretchen était élève ici, en classe de 4e. Je me souviens d'elle parce qu'elle est arrivée en milieu de trimestre, mais qui aurait pu savoir qu'elle serait retrouvée morte dans les toilettes de l'école juste après les vacances d'été. Les flics sont venus pendant 1 semaine entière, mais ils n'ont pas pu résoudre le mystère de la mort de Gretchen. Depuis ce jour-là, des choses étranges ont commencé à se produire dans l'école. Un jour, par un après-midi pluvieux, je venais juste de commencer à vérifier les salles pour fermer à clé le bâtiment. Les élèves étaient déjà partis dans leur dortoir. Je suis monté au 3e étage et j'ai soudainement senti un souffle d'air glacé dans la nuque. C'était comme si la température de cet étage venait de chuter à -0. Mon regard s'est posé sur la grande porte en bois au bout du couloir. J'ai eu la chair de poule pour la première fois, réalisant que j'étais seul dans ce vaste bâtiment. J'ai avancé à pas lents vers les toilettes et j'ai poussé la porte principale. Après la mort de Gretchen, les élèves ont arrêté d'utiliser ces toilettes. J'avais même entendu certains d'entre eux se sentir mal à l'aise ici. Je suis entré et j'ai commencé à verrouiller les portes. J'ai ouvert chaque cabine, vérifié qu'elle était vide et les refermé. Quand j'arrivais à la 11e, mon cœur battait à toute vitesse. J'ai levé la main, mais elle restait en l'air, tremblante. Je n'arrivais pas à attraper la poignée. Une peur inexplicable avait envahi mon esprit.
Je n'arrêtais pas de penser que si j'ouvrais la porte, je verrais Gretchen morte, assise sur les toilettes, me souriant. Au diable! Je me suis retourné sans la verrouiller. Je me dirigeais vers la sortie quand j'entendis de forts coups derrière moi. Je me suis arrêté, j'ai lentement tourné la tête. Un silence total. Allô? Personne ne répondit. Quelques secondes de silence, puis à nouveau. Toc, toc, toc. Je me suis figé. Tout ça n'est pas réel. Mon esprit fou me joue des tours. Je n'étais pas prête pour ça. Quelqu'un pleurait dans les toilettes. Sa voix était chargée de douleur. C'était peut-être vraiment une autre élève. Rassemblant mon courage, j'ai demandé « Tu as besoin d'aide ?» Je peux appeler les professeurs si tu veux. Mais elle continuait à pleurer. J'ai commencé à marcher. Plus je m'approchais, plus les sanglots devenaient forts. Quand je me suis arrêté devant la 11e porte, les pleurs ont cessé. J'ai frappé à la porte. « Hé, tout va bien ? S'il te plaît, sors. » J'ai tourné la poignée, retenant mon souffle, mais le box était complètement vide. Toute la salle de bain s'est mise à résonner de rire. Celui qui riait ne semblait pas humain. J'ai vu la porte principale se fermer lentement dans le vent et j'ai couru. Les rires devenaient de plus en plus forts. Je me suis bouché les oreilles et j'ai couru pour sauver ma vie. En sortant des toilettes, la porte a claqué violemment derrière moi. Comme si une force invisible avait fermé la porte devant moi. Celui qui était à l'intérieur m'a averti de ne plus jamais y remettre les pieds. Arrivé aux escaliers, j'ai regardé le couloir et j'ai vu quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Un visage m'épiait depuis la porte entr'ouverte des toilettes. La lumière mourante du soleil le rendait visible, suffisamment pour me glacer les os. Le visage ressemblait à Gretchen, mais ce n'était pas Gretchen du tout. Sa peau était putréfiée par endroits, les yeux étaient grands ouverts et ne clignaient jamais, ses longs cheveux flottaient dans le vent. Elle me fixait depuis le bout du couloir. J'ai 33 ans. Je suis un homme. J'ai travaillé dans la sécurité toute ma vie, principalement de nuit. L'endroit où je travaille actuellement est un immeuble de bureaux. Pour vous donner une idée, il y a 3 étages de bureaux avec des rangées infinies de cubicules et de cabines à chaque étage. Le bâtiment dispose de 3 sorties au rez-de-chaussée. Il y a toujours des employés qui font des nuits blanches au 3e étage. Mon travail consistait à surveiller les lieux jusqu'à ce que tout le monde soit parti. C'était au milieu de l'été, et même s'il ne fait jamais très chaud ici, ce soir-là était une exception. Il faisait encore chaud après le coucher du soleil. Je suis arrivé pour commencer mon service. Nous avons une routine pour passer les clés, le journal des événements et le téléphone à la personne suivante. Malgré la taille du bâtiment, je suis le seul agent de sécurité la nuit. J'ai verrouillé les portes du parking et du hall d'entrée. J'ai fait le tour de tous les étages, puis je me suis retrouvé de retour au bureau. Le calme régnait, et il était environ 3 heures du matin. Je venais juste de m'asseoir pour manger mon sandwich quand le téléphone de l'entreprise a sonné. L'identifiant de l'appelant m'a indiqué que c'était l'un de nos téléphones de boîte d'appel extérieure. J'ai décroché et dit « Merci d'appeler, ici l'agent de sécurité Pierre. Comment puis-je vous aider ?» Tout ce que j'entendais, c'était quelqu'un qui respirait bruyamment. J'ai jeté un coup d'œil aux caméras et j'ai vu l'ombre d'une silhouette debout, juste hors de portée de la porte. J'ai redemandé « Allô? Je peux vous aider ?» L'homme a commencé à respirer plus fort, puis à rire. C'était ce genre de rire qu'on entend dans les films quand le fou est sur le point de faire quelque chose de terrible. Je me suis levé de ma chaise et j'ai commencé à marcher vers la porte où il se trouvait quand le téléphone a sonné à nouveau. J'ai rapidement regardé la caméra et il avait le dos tourné. Il a finalement parlé. « Je viens pour toi et tu vas mourir. » Il a raccroché avant que j'aie pu dire quoi que ce soit. Puis le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai décroché et avant qu'il puisse parler, je lui ai fait savoir que les flics étaient en route. « Tu ferais mieux de partir, je te vois. Tu es prête à mourir? Les flics n'arriveront pas à temps. » Il a ensuite raccroché violemment le téléphone sur le combiné et je l'ai regardé sur la caméra disparaître dans l'obscurité vers le parking. J'ai pensé que ça l'avait fait fuir. J'allais appeler la police, mais l'endroit était trop éloigné. Il leur faudrait au moins 15 minutes pour arriver. Je suis retourné à mon bureau et j'ai noté ce qui s'était passé dans le registre d'incident. Une demi-heure s'était écoulée et j'étais sur le point de faire ma ronde quand le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois,
C'était d'un numéro inconnu. Ça devait être un employé qui appelait ou quelque chose comme ça. J'ai décroché et j'ai entendu « Où sont les flics? Je ne les vois pas, mais je te vois. » C'était encore ce type. J'ai scruté les caméras et je n'ai rien vu. Je suis allé à la porte d'entrée pour regarder dehors. Il n'y avait que l'obscurité et quelques projecteurs à l'avant. J'ai prévenu les employés qui travaillaient au 3e étage et leur ai dit de ne pas descendre jusqu'à nouvel ordre. La prochaine chose que j'entends est un grand bruit sourd contre les vitres du bureau du directeur de jour qui se trouve en face de la salle de sécurité. 3 autres coups forts. Je cours vers la porte et je la déverrouille. Je lève les stores et éclaire avec ma lampe de poche à travers la fenêtre dans l'obscurité. J'aperçois le visage de cet homme. Il avait l'air d'avoir 40 ans avec de longs cheveux filiformes et des yeux fous. Il m'a regardé en souriant avant de cogner sa tête contre la vitre pour essayer de la briser. J'ai commencé à lui crier dessus en lui disant que les flics arrivaient et de foutre le camp. C'est là qu'il a sorti le plus grand couteau de boucher que j'ai jamais vu et a fait un geste comme s'il voulait me trancher la gorge. Ce type était fou et probablement drogué. Il continuait à cogner son corps contre la vitre pour la briser. Il a utilisé sa tête pour essayer de casser la fenêtre, mais il s'est ouvert le crâne. La fenêtre était maintenant couverte de sang. Je me suis retiré du bureau et j'ai verrouillé la porte. J'ai alors décidé d'attendre la police, car ce type était complètement hors de contrôle. J'ai regardé la caméra et j'ai remarqué avec horreur que la porte coulissante du garage était ouverte. Il était courant que les gens aillent à leur voiture et déverrouillent la porte eux-mêmes. C'est juste un verrou coulissant, comme ceux qu'on trouve dans les grands magasins. Mais c'est la dernière chose dont j'avais besoin avec ce cinglé qui rôdait. J'ai traversé le bâtiment en sprint et j'ai pris un raccourci vers le garage. Ce faisant, j'ai vu le fou courir dans l'allée du garage. J'ai fait glisser la porte aussi vite que possible et je l'ai verrouillée avant qu'il n'atteigne l'entrée. Il a alors projeté son corps contre la vitre. Il a commencé à rire et à hurler, puis a brandi à nouveau ce couteau. Il était chauve avec de longs cheveux fous et filasses sur les côtés de la tête et ses yeux étaient immenses. Je n'oublierai jamais ce sourire quand il a articulé « Tu vas mourir, mourir » en mimant des coups de couteau. Du sang coulait sur son visage après avoir foncé dans la vitre, puis il a disparu dans l'obscurité. Environ 5 minutes plus tard, les flics débarquent. Ils ont envoyé un seul agent. Il m'a demandé à quoi ressemblait le type et je lui ai dit que j'avais des images de caméra. Il a d'abord fait le tour du secteur en éclairant avec un projecteur. Le flic est revenu me dire qu'il n'avait trouvé personne après avoir fait le tour du pâté de maison et de la zone derrière le terrain de golf. Je lui ai montré les images et imprimé une photo de la caméra. Les flics n'ont jamais retrouvé le type, mais après cette nuit-là, je n'ai plus jamais fait le quart de nuit.